Le Bitcoin. Qui peut l'interdire finalement? Bah personne. C'est pas Michael Saylor ou je ne sais quel autre maximaliste qui dit ça. Non, c'est Vladimir Poutine en personne, le président de la Russie, l'une des plus grosses puissances mondiales que ce soit en termes économiques ou militaires. Bon, il a aussi dit qu'il n'hésiterait pas à employer l'arme nucléaire si nécessaire, mais bon, c'est pas le sujet là. Ça bouge du côté de la Russie et les cryptos ne dérogent pas à la règle. La donne a pas mal changé, et même si on a beaucoup parlé des États-Unis et de leur grosse mise sur l'invention de Satoshi Nakamoto, dans l'ombre, la Russie pourrait bien être en train de réaliser un sacré coup de poker. Poutine est peut-être en train de complètement bousculer l'ordre mondial. On est aux prémices d'une guerre d'influence économique majeure et vous ne voulez pas être les derniers au courant. Oui, parce que croyez-le ou non, maintenant que les États-Unis ont mis les pieds dans le plat, il y a fort à parier que les autres puissances mondiales ne resteront pas là à se tourner les pouces. C'est d'autant plus valable pour les pays qui ne se considèrent pas comme des alliés des USA, et donc pour la Russie. Dans cette vidéo, on va décortiquer les plans du Kremlin pour notre écosystème et voir un peu tout ce que ça veut dire pour le futur de notre industrie. Spoiler, ça s'annonce assez mouvementé. L'histoire des cryptos en Russie, elle est plutôt tumultueuse, faut l'avouer. Pendant des années, on a oscillé entre méfiance, régulation et adoption. Au départ, quand Bitcoin est apparu, on avait surtout des nerds et des hackers pour se pencher sur la question. Le Kremlin, il a assez rapidement exprimé ses réserves. Pour la banque centrale russe, les monnaies virtuelles violent les lois sur les devises et les lois bancaires. Et le ministère des Finances, il a très vite annoncé son intention de limiter l'utilisation des cryptos comme moyen de paiement. En même temps, on peut voir la monnaie comme un instrument de contrôle, particulièrement dans les pays possédant des régimes considérés comme autoritaires. Alors, on va pas faire de politique dans cette vidéo, mais c'est factuel. Une monnaie libre, ouverte, incensurable et sans intermédiaire, ça plaît rarement à ce genre de gouvernement. Du coup, en 2015, l'interdiction de convertir des cryptos en roubles devient effective. Avec ça, on a vu des blocages d'exchange pour les citoyens russes et même une interdiction pure et simple d'utiliser les cryptos. En 2016, des propositions visant à interdire les cryptos émergent, mais elles ne se concrétisent pas vraiment, parce qu'il y a des divergences au sein du gouvernement. En 2017, maintenant, on a un petit regain d'intérêt, notamment après une rencontre entre Vladimir Poutine et Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Bah oui, même s'il n'y habite plus depuis un moment, le créateur de la deuxième crypto-monnaie du marché est quand même né en Russie. Poutine a même reconnu publiquement le potentiel des technologies blockchain tout en insistant sur la nécessité d'une régulation, évidemment. Bon, là on va faire un petit bond dans le temps pour arriver au moment de la guerre en Ukraine. On n'est pas sur une chaîne qui va parler spécialement de géopolitique, alors je vais pas vous refaire tout le topo, mais vous le savez, il y a un conflit armé qui a lieu depuis plusieurs années maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Et ce conflit, justement, il est passé à la vitesse supérieure lorsque les forces armées de Poutine ont frappé directement et plus profondément le territoire ukrainien. Et ça a conduit l'Europe et les forces de l'OTAN à réagir, particulièrement avec des sanctions économiques. Ces sanctions, mises en place à partir de février 2022, ont eu des répercussions significatives sur l'économie du pays. Exclusion de certaines banques russes du système SWIFT, gel des avoirs de la Banque centrale russe, et restrictions sur les transactions internationales, il y a de quoi faire. Alors laissez-moi revenir une seconde sur ce que c'est le système SWIFT. Ça veut dire Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, et en gros, c'est un réseau mondial sécurisé qui permet aux banques et aux institutions financières de transmettre des messages standardisés liés au paiement, au transfert de fonds et aux autres opérations financières. Faut vraiment voir ça comme un organe essentiel du commerce international qui relie plus de 11 000 institutions dans plus de 200 pays. Être exclu de SWIFT, comme c'est le cas de certaines banques russes par exemple, ça complique considérablement les transactions transfrontalières, et en quelque sorte, c'est un moyen d'isoler une économie du système mondial. Oui, parce qu'autant vous dire qu'on n'est pas sur un réseau neutre et décentralisé comme Bitcoin ici. Non, on est sur un système bien fermé et contrôlé par les différents adhérents. Si vous n'êtes pas aligné avec les politiques et les valeurs des membres, c'est ciao, et vous devez faire avec. C'est ciao. Bref, la conséquence de tout ça, c'est que la Russie elle a rencontré des difficultés majeures pour effectuer des paiements internationaux, particulièrement avec des partenaires commerciaux clés comme au hasard la Chine et l'Inde, en raison de la prudence accrue des banques locales sous la pression des régulateurs occidentaux. Pour atténuer ces obstacles, la Russie elle a exploré l'utilisation des cryptos comme alternative au système financier traditionnel. Forcément, c'est là que Bitcoin a été posé sur la table du Kremlin. Comment ça, un système de paiement décentralisé, neutre et incensurable? Vous savez ce qu'on dit concernant les nouvelles technologies. Les premiers usages, ils émanent de ceux qui en ont le plus besoin. Pour Bitcoin, ça n'a pas loupé. Les tout premiers usages à grande échelle ont évidemment été illégaux avec Silk Road entre autres. C'est pas si surprenant que ça, il suffit de sortir dans la rue et même de regarder ce qui se passe au sein de notre écosystème. Pour beaucoup de gens, Bitcoin ne sert à rien, et c'est normal à vrai dire. Évidemment qu'en tant que personne habitant dans un pays riche et ayant toute une batterie de services bancaires et financiers à disposition, ainsi qu'une monnaie plutôt stable, l'utilité de Bitcoin, elle frappe pas tout de suite. En vrai, il faut parfois se mettre à la place des autres pour comprendre l'intérêt de l'invention de Satoshi Nakamoto. Aujourd'hui, plusieurs milliards de personnes vivent dans une économie avec une monnaie totalement instable et tout à fait incapable de conserver une once de valeur sur le long terme.
Et je vous parle même pas des personnes non bancarisées. D'après le Global Findex de 2021, 1,4 milliard d'adultes n'étaient pas bancarisés en 2021. Pardon, mais c'est quasiment un tiers de la population adulte mondiale qui n'a pas accès à un service de base pour garder son argent en sécurité. Ça remet un peu les choses en perspective. Bitcoin, c'est pour ceux qui en ont besoin. Et faut pas se le cacher, contourner des sanctions économiques, ça peut être un de ces besoins, que ça plaise ou non. Vous vous rappelez du convoi de la liberté? Pour la petite histoire, c'était une manifestation anti-vax qui a eu lieu au Canada au moment du Covid. Au départ, ils récoltaient des dons et les fonds, ils ont fini par être gelés. Évidemment parce que ce genre de choses ne plaisait pas vraiment au gouvernement. Alors, à raison sans doute, mais du coup, ils ont demandé des dons en bitcoin et ont réussi à récolter environ 22 bitcoins, valant plus de 2 millions de dollars au cours actuel. Ça démontre bien que bitcoin c'est pour tout le monde et qu'en matière de contournement de sanctions économiques, c'est plutôt efficace. Et oui, il faut pas se leurrer, la Russie, elle cherche à diversifier ses options financières face aux sanctions internationales, et il fallait s'y attendre. En tout cas, c'est les conclusions de Chainalysis. Faut aussi se dire autre chose, c'est que le dollar est encore et toujours l'étalon mondial. Ça veut dire plein de choses, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que les règlements internationaux, ils sont quasiment systématiquement effectués en dollars. Et lorsque vous n'êtes pas très copain avec les États-Unis, on peut comprendre que vous pouviez l'avoir mauvaise en utilisant leur devise. Et surtout, ça donne un pouvoir exacerbé à l'État qui émet le billet vert. Encore une fois, Bitcoin arrive comme une monnaie dépourvue de drapeau. C'est littéralement du pain béni pour les puissances qui voudraient se distancier du dollar US. Et du coup, ça commence à faire des petits moves côté Russie potentiellement pour aller en ce sens. Le 29 novembre dernier, donc très récemment, Vladimir Poutine a signé une loi marquante qui reconnaît officiellement les cryptos comme des biens en Russie. Cette législation, elle a pour objectif de les intégrer dans l'économie du pays tout en offrant un cadre fiscal adapté. Il y a plusieurs mesures clés qui émanent de cette nouvelle loi. D'abord, les cryptos peuvent désormais être utilisés pour des paiements transfrontaliers. Ensuite, le minage et la vente de cryptos bénéficient d'une exonération de TVA, le tout pour encourager le développement de ce genre d'activité. Et enfin, c'est une clarification globale de l'environnement réglementaire en Russie. Et ça se faisait vraiment attendre. Autant vous dire qu'en sa qualité de plus vaste territoire du monde, la Russie, elle en a de l'énergie à revendre aux mineurs, c'est le cas de le dire. C'est le principal exportateur de gaz et ils ont aussi un immense réseau fluvial qui ne demande qu'à être exploité. Surtout qu'avec les sanctions, faut bien trouver des clients. En 2021, quasi 40% des importations de gaz en Europe venaient de Russie. Cette part, elle est aujourd'hui d'un peu moins de 10%. On était des gros clients et quand on perd un gros client, faut en trouver un autre. Du coup, une part des exportations de gaz russe pourrait très bien trouver un client de dernier recours chez les mineurs de Bitcoin, c'est pas déconnant du tout. Sans compter que là-bas il fait froid, c'est parfait pour le refroidissement des machines. D'ailleurs, certains ne s'y sont pas trompés, puisque la Russie représente à elle seule près de 5% de la puissance de minage. Et cette part, elle pourrait encore augmenter. Igor Runuts, qui est le PDG de Bitriver, c'est une société de minage russe, il voit déjà son industrie dépasser celle des États-Unis dans les prochaines années. Bref, il y a une tonne de paramètres et ce serait trop long de les énumérer. Mais tout ça pour dire que niveau minage, avec une fiscalité avantageuse, la Russie pourrait bien devenir un territoire plutôt attractif. Faut aussi voir qu'un projet de rouble numérique était en cours de développement depuis plusieurs années déjà, mais que finalement, c'est pas trop ça. En fait, à l'origine, il y avait un projet nommé M-Bridge qui était sur les rails et chapeauté par la Chine, entre autres. Dans l'idée, c'est une initiative collaborative visant à développer une plateforme commune pour les monnaies numériques de banque centrale. C'est un peu comme un genre de Forex, mais pour les MNBC. Le souci, c'est que la Banque des règlements internationaux s'est retirée du projet et que le truc n'est pas encore vraiment prêt pour une utilisation à grande échelle. En tout cas, toutes ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie de la Russie pour réduire sa dépendance au dollar américain et atténuer les effets des sanctions occidentales. En adoptant le Bitcoin et les cryptos comme des outils pour les paiements internationaux, Moscou cherche à renforcer sa souveraineté économique et à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales. Bon après, la viabilité et l'efficacité de ces mesures, elles restent assez incertaines. Les sanctions européennes interdisent déjà aux sociétés d'accepter des paiements en crypto s'ils sont liés de près ou de loin à des entreprises russes. Aussi, il faut prendre en compte que ce genre de décision pourrait aussi inciter d'autres pays à intégrer plus largement les actifs numériques dans leur propre système économique. Sur la scène internationale, on se prive rarement d'alliés commerciaux, et surtout quand il s'agit d'une grosse puissance économique. On en reparle, mais c'est encore un exemple de théorie des jeux. Je regarde comment l'autre agit, et j'agis en conséquence pour maximiser ma position. Tout ça, c'est de la stratégie. Et en parlant stratégie et théorie des jeux, il y a aussi la question de la réserve stratégique qui se pose. Le contexte international, il a beaucoup changé, et encore une fois, je vous refais pas le tableau, mais l'influence du dollar diminue comme peau de chagrin. Les grandes puissances comme les BRICS réduisent progressivement leur exposition au billet vert et le monde commence de plus en plus à se fragmenter. Washington le sait très bien ça, si les gens n'achètent plus de bons du trésor, ça donne un coup dans leur trésorerie. Adopter Bitcoin comme actif de réserve est donc une potentielle solution pour eux. Bitcoin ou l'or en fait. D'ailleurs pour ce dernier, on voit bien que la Chine continue d'accélérer l'accumulation aux dépens des devises étrangères.
Mais maintenant que les USA ont plongé la tête la première dans Bitcoin, et si cette réserve stratégique vient à finalement voir le jour, bah on a ouvert la boîte de Pandore. C'est difficile de prévoir ce qui arrivera, que ce soit un nouvel âge d'or pour les devises plus neutres ou bien même un shift total dans la stratégie des États. La Russie va sans doute leur emboîter le pas, en tout cas le contexte économique et politique s'y prête plus que jamais. Si les États-Unis le font, alors pourquoi pas les suivre ou bien même les dépasser? Ça a déjà commencé en fait. La news elle est tombée très récemment. Anton Tketchov, un député russe, a proposé la mise en place d'une réserve stratégique en Bitcoin dans le but de protéger l'économie du pays et d'augmenter sa souveraineté. Et on va pas se mentir, c'est sûrement pas les seuls à s'y intéresser. Si ça se trouve, on va se retrouver avec des pays qui accumulent du Bitcoin et d'autres qui accumulent de l'or. Peut-être que les deux vont coexister, peut-être que l'un va manger l'autre, et peut-être que les puissances qui auront pris la bonne décision auront un lead important sur les autres. Quand on parle de ça, on peut pas s'empêcher de penser à quel point Bitcoin c'est de l'or mais en mieux. Alors ça mériterait une vidéo dédiée, tant il y a à dire, mais je pense que vous voyez bien où je veux en venir. Bref, ce qu'on observe, c'est une véritable montée en puissance de Bitcoin et des cryptos en tant qu'outil stratégique, en particulier dans des contextes de tensions géopolitiques et économiques. La Russie, en jouant sa carte Bitcoin, pourrait bien être en train de redessiner les équilibres économiques mondiaux. Que ce soit par le minage, l'intégration des paiements transfrontaliers ou même la potentielle constitution d'une réserve stratégique en Bitcoin, Moscou explore des voies alternatives pour contourner les sanctions et affirmer son indépendance face au dollar. Alors cette mouvance, elle ne se limite pas à la Russie. À l'échelle globale, des puissances émergentes comme les BRICS revoient leur stratégie monétaire, accélérant l'adoption d'actifs alternatifs comme l'or ou le Bitcoin. On est à l'aube d'une nouvelle ère, et on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais comme toujours avec les cryptos, la route elle est jonchée d'incertitudes. Entre régulation, sanctions et rivalité, il reste à voir ce que les États feront de l'invention de Satoshi Nakamoto. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans la course. Les dirigeants des grandes puissances sont très au courant de toutes ces questions, faut pas croire. Bitcoin est probablement déjà sur leur bureau depuis un petit moment, attendant patiemment qu'ils en fassent quelque chose. C'est plus seulement une révolution technologique à ce stade, c'est devenu une véritable pièce maîtresse dans le grand échiquier géopolitique, et croyez-moi, ça va être très intéressant à observer. D'ailleurs, pour suivre tout ça de près, rejoignez-nous sur notre canal Telegram, on vous résume l'actualité de l'écosystème en quelques lignes et on vous l'envoie en direct live. C'est totalement gratuit et personnellement je suis fan, ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps en plus d'avoir les informations avant tout le monde, alors n'hésitez pas. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. En attendant, la fin d'année approche à grands pas et on vous réserve un programme plutôt sympa, vous allez voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, ça m'intéresse vraiment. Mettez un like et partagez la vidéo, ça nous aide beaucoup et dans tous les cas, on se retrouve très vite pour la prochaine. Bye!